démarrer cette table ronde sur l'agroécologie pour finalement explorer la deuxième facette de l'agroécologie, qui n'est pas seulement une discipline scientifique, mais également aussi une forme d'engagement militant, qui suppose donc de partager, on s'engage aussi en agroécologie parce qu'on partage un certain nombre de valeurs, de préceptes, de visions du monde, de rapports homme-nature, de définition de l'agriculture, etc. Donc, dans cette table ronde, nous aurons Mathieu Foudral, qui est expert et formateur indépendant en agroécologie, qui a créé un tiers-lieu. Il nous expliquera un petit peu ce dont il s'agit dans le Cantal et qui a été formé par l'association Terre et Humanisme, donc la mouvance de Pierre Rabhi. Nous aurons ensuite François-Xavier de Montard, qui est chercheur honoraire à l'INRA et qui représente une autre association, le GREF, le groupe scientifique de réflexion et d'information pour un développement durable. Et nous terminerons avec Philippe Mayol, qui est directeur général de la Fondation Terre Solidaire et qui est spécialiste des enjeux agricoles et de biodiversité. Donc, eu égard aux expériences internationales de M. de Montard et de M. Mayol, je pense que ça pourrait être intéressant de comparer, enfin de réfléchir à la question de la transférabilité des pratiques d'un pays à l'autre, d'une tradition à l'autre, toujours en s'arrimant autour des questions justement, voilà, du militantisme, de la transmission de valeurs, de la formation aussi, et de la montée en compétences des agriculteurs, et avec cette question de comparaison internationale qui pourrait être intéressante entre les intervenants. Donc Mathieu, on vous écoute. Est-ce que vous arrivez à partager votre PowerPoint? Oui. Donc, écoutez, merci pour la parole que vous me donnez, que vous nous donnez. Donc, je vais vous présenter donc Prise de Terre, donc que j'ai effectivement créé. Donc, au début, c'était sous statut associatif. Ensuite, c'est passé en termes d'auto-entrepreneur. Mais on va repartir maintenant sous statut associatif parce qu'on a une dynamique collective maintenant qui est vraiment qui commence à être bien ancrée. Donc, Prise de Terre, c'est quelque chose que j'ai créé justement donc après avoir fait donc une formation à Terre et Humanisme, où ils m'ont beaucoup briefé, peut-être plus sur le côté humain que sur le côté technique, on va dire. Donc, Prise de Terre, donc c'est plusieurs choses. Réintroduire l'humain dans son milieu naturel. Donc voilà, ça c'est une petite blague, mais en fait pour moi c'est pas une blague parce que c'est vraiment le pilier, c'est vraiment la ligne directrice de Prise de Terre. C'est-à-dire la réappropriation de savoirs traditionnels, mais également très actuels. Voilà. Alors, donc nous, on se développe autour de plusieurs axes. Donc, principalement, c'est des formations et des stages. Tout ce qui est agroécologie, permaculture et autres alternatives d'autonomie, on va dire. Donc, vannerie sauvage, taille, greffe. Donc, je ne me suis pas présenté, mais je suis forestier au départ, j'ai une formation agricole. Ensuite, j'ai été pépiniériste et paysagiste. Et puis, j'ai bossé également en arboriculture. Donc voilà, j'ai pas mal de cordes à mon arc. Ça me permet de me faire plaisir dans le choix des thématiques. Taille et greffe, potager en permaculture, ça c'est quelque chose que j'ai assez souvent. Autonomie alimentaire, ça c'est quelque chose qu'on a mis en place cette année, donc à plusieurs, on est plusieurs à travailler là-dessus parce que ça nous paraît quelque chose de, pour le coup, de militant. Cette notion d'autonomie, elle va revenir assez souvent dans les thématiques. Autonomie énergétique également, puisque donc sur notre tiers-lieu, donc on est autonome au niveau alimentaire à 80% et autonomie énergétique à 100%. Donc on explique un petit peu sur place, sur 2-3 jours, les différents types de choses qu'on peut faire à ce niveau-là. Ensuite, il y a une notion à partir du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, c'est plus permaculture conception, véritablement conception d'écolieux, ensuite conception de forêt-jardin. Voilà, là on rentre plus dans le contexte de la permaculture, alors qu'avant on était peut-être un petit peu plus sur les techniques agroécologiques, même si voilà, pour moi je distingue vraiment pas les deux, parce que pour moi les deux sont complémentaires. L'agroécologie j'utilise en technique constamment, avec quand même une vision de conception issue de la permaculture. Mais pour moi les deux sont complètement complémentaires et l'un ne va pas sans l'autre. Donc voilà, donc les stages et immersions qu'on fait. J'interviens également au niveau de l'enseignement agricole, donc sur des thématiques qui me sont
personnelles, c'est-à-dire botanique, forestière, géologie, mais après sur des thématiques qui sont plus techniques et qui rentrent complètement dans nos cadres, c'est-à-dire l'agroforesterie en particulier. On a fait un super boulot avec le lycée agricole, l'exploitation du lycée agricole d'Aurillac. Et donc voilà, tous les ans, on plante, on conçoit des différentes techniques innovantes en agroforesterie. Donc voilà, des arbres fourragers, des haies brise-vent, des haies fruitières pour l'atelier de transformation du lycée. Enfin voilà. Ensuite, expérimentation. Donc ça, j'en parlerai dans un dernier point quand je parlerai de notre tiers-lieu. Effectivement, je suis principalement, moi, venu dans ce lieu-là pour expérimenter un maximum de techniques, voilà, agroécologiques, permaculture, éco-construction, autonomie énergétique, etc., etc. Et là, depuis voilà, 8 ans maintenant, on commence à avoir une chouette petite vitrine avec un bon panel de techniques et de stratégies sur place. Ensuite, on donne du contenu gratuit. Ça, pour moi, c'est indispensable. C'était vraiment, j'ai commencé par ça. Donc, j'avais un blog, uniquement un blog au départ, qui s'appelait, je vous le donne dans le mille, une prise de terre. Et puis, donc, maintenant, on a un site, mais avec quand même une partie blog que j'achalagne régulièrement. Donc là, j'ai changé le site. Donc, tous les articles ne sont pas disponibles, mais j'avais près d'une 60aine d'articles l'année dernière, avant que mon site soit pété. Donc beaucoup de contenu théorique, de retour d'expérience, de contenu pratique. Voilà, ça pour moi, c'est la base. C'est vraiment pour moi, ça c'est un don qui est précieux et je l'offre avec plaisir. Et voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, alors après, maintenant, surtout cette année, on s'est beaucoup orienté là-dessus, donc tout ce qui est numérique. Donc, on fait des rencontres via Zoom ou Jitsi, donc là, qui regroupe les communautés de prise de terre, mais également d'autres communautés, voilà, des amis, des connaissances, qu'on a décidé d'appeler donc les chemins de l'autonomie, où là, on va parler de différents types d'autonomie. C'est très très large puisque le mois prochain, on va parler d'autonomie de pensée, justement, puisque donc avec les histoires on s'éloigne un petit peu de l'agroécologie, certes, quoique, parce qu'on pense que c'est un point qui est intéressant à traiter là en ce moment. L'autonomie de pensée, l'indépendance d'esprit, tout ça, qui nous paraît vraiment vital. Pour le coup, ça aussi, c'est militant. Et ensuite, donc, prévision pour 2021 d'une série de webinaires, puisque, vous le savez, là, que les formations, c'est pas simple actuellement. Donc, on va se lancer donc, sur des différents webinaires qui me paraissent un format assez intéressant et en tout cas à creuser. Donc, voilà, on va faire ça en 2021. Et puis, donc, des visites sur place de notre écolieu. Donc, on a différents types de techniques, on a différents types d'éléments. C'est un système complet vraiment qui est cohérent, qui est dynamique et qui fonctionne plus ou moins en circuit fermé. Principalement en circuit fermé. Donc, on a différents types Donc, on a des haies brise-vent, on a des haies simples, on a des haies multi-étagées, on a des systèmes de baissières qui sont des systèmes d'irrigation gravitaire. Je ne vais pas rentrer dans le détail là. Ensuite, tout ce qui est potager. Donc, le cœur de mon métier, moi, c'est pas tellement le potager, c'est principalement l'arbre et l'arbuste et les plantes vivaces. Mais bon, j'ai quand même une partie potager puisque je donne des formations en jardin. Donc voilà, donc une partie potager familial, une autre partie, on a 2 zones de potager et un petit peu de petit élevage avec quelques poules. J'ai également des brebis et un petit poney qui sert principalement pour ma fille. Mais voilà, les brebis sont là pour entretenir et fertiliser donc tous les différents espaces herborés de la ferme. Voilà, donc une serre, différentes choses. Et après, donc en termes d'autonomie en eau, donc j'ai fait un système également sur le pré du haut. Là, j'ai fait un système de château d'eau, de récupération d'eau, également par gravité. Et puis après, là, c'est pas indiqué sur le site. Après, on a tout un système maintenant de panneaux solaires, un parc photovoltaïque qui n'était pas là. Et donc, il nous sert également de support pour nos formations sur l'autonomie énergétique. Le plus important de mon travail, c'est vraiment sur les arbres, c'est-à-dire quel type d'arbre, pour quel objectif, et surtout de travailler sur les associations. Voilà. Moi, quand je parle, je fais du verger multi-étagé, c'est-à-dire que je n'ai pas un étage dominant, en fait, j'en ai 5, 6, voire 7, jusqu'à à peu près. On travaille sur de la complexité, sur du multi-étagé.
Bon, c'est clairement une technique de permaculture, mais qui va, je pense, dans le bon sens, puisqu'on essaye de se rapprocher pour le coup plus d'une lisière forestière que d'un verger classique. Une lisière forestière qui est un écosystème très intéressant au niveau écologique et production. Voilà donc pour notre écolieu. Donc on fait un maximum de formation sur place, évidemment, autant que faire se peut. On a la grange nous fait également salle de classe, salle de formation. Et puis après, on fait aussi quelques formations en nomade à droite à gauche avec des particuliers ou des structures qui organisent elles-mêmes la formation. Et puis donc ensuite, on intervient. Voilà. Et on est 3 ou 4 intervenants différents, même si pour l'instant, c'est encore moi qui fais la majorité des formations. Mais de plus en plus, on a vraiment une envie d'élargir, quoi, parce que les problématiques sont là, les problématiques sont nombreuses et on a des solutions, en tout cas des techniques qui sont adaptées. Donc, ça nous donne envie vraiment de. Et là aussi, pour nous, c'est vraiment militant d'apporter une réponse à des questions plus ou moins fondamentales parfois que les gens se posent sur leur alimentation, sur leur façon de cultiver, sur notre rapport aussi aux autres et à l'environnement, etc., etc. On peut enchaîner avec quelques questions. Bon, du coup, j'ai cru comprendre que l'autonomie était une des valeurs phares, hein, pour vous de l'agroécologie. Alors, est-ce que vous avez parlé d'autonomie de pensée, d'autonomie alimentaire, énergétique. Quid de l'autonomie agricole? Comment vous la définiriez? Et puis après, on peut enchaîner sur d'autres valeurs phares peut-être de l'agroécologie qui vous semblent importantes, ces valeurs que vous avez envie de transmettre lorsque vous créez un écolieu, vous formez des gens. Est-ce qu'il y a une façon d'appréhender l'agriculture, le rapport homme-nature, la question de la croissance aussi? Par exemple, j'avais une question ce matin que j'aurais aimé poser à Monsieur Pointreau sur la transition agroécologique. Il l'a un peu esquissé, version Stéphane Le Foll et version politique publique, c'est-à-dire l'optimisation des écosystèmes, produire plus et mieux. Est-ce que pour vous, par exemple, il faut produire moins et mieux? On n'a pas parlé de ces enjeux encore dans la journée de croissance. Ouais. Donc, c'est peut-être le moment si vous fallait résumer les valeurs phares et fondamentales de l'agroécologie, pour vous, quelles seraient-elles? Bah, pour moi, c'est passer d'une société de la rareté à une société de l'abondance. Parce qu'effectivement, quand on va dans le sens de la nature et du fonctionnement naturel des écosystèmes, bah, on se rend compte qu'on a énormément d'éléments et on a des systèmes qui sont complexes, qui sont résilients et qui sont relativement sobres et surtout très productifs. Et on a différents types de production. Moi, c'est sur cette complexité que moi j'essaye de travailler, d'expérimenter. C'est-à-dire que sous un arbre fruitier, je vais avoir un arbuste à petits fruits. Sous cet arbuste à petits fruits, je vais avoir une plante vivace, je ne sais pas moi, un légume vivace ou une plante aromatique et médicinale. Sous cette plante-là, je vais encore avoir une plante couvre-sol dont je vais pouvoir tirer profit d'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est cette gestion de la complexité qui a été complètement, je trouve, qui a été vraiment mise à mal pendant toutes ces années de monoculture. Et il faut qu'on réapprenne à gérer cette complexité. C'est vrai que c'est technique, c'est un peu plus complexe, ça peut faire peur, mais en fait, pour moi, toute la richesse de notre travail, il est là-dedans. Et j'ai rencontré pas mal d'agriculteurs qui étaient passés du conventionnel à bio, puis qui essayaient d'autres choses. Et ils me disaient, ça m'a permis de gérer cette complexité, ça m'a permis de me réapproprier mon métier et de retrouver vraiment une niaque, une envie d'apprendre, une envie d'expérimenter. Voilà. Et ça c'est ce qu'on essaye de faire passer, que la complexité n'est pas un problème, mais c'est que c'est plutôt la solution même. D'accord. Et donc, vous parlez d'abondance. Pierre Rabhi parle de sobriété heureuse. Alors, c'est compatible? Je parlais de l'abondance des productions. Ben, quand on a une abondance de production, on peut être sobrement heureux, je pense. On est certainement beaucoup plus heureux quand on a de l'abondance que quand on a de la rareté. C'est une certitude. Donc voilà, au contraire, c'est une certaine richesse de pouvoir avoir un maximum de production chez soi sans forcément passer par la case achat et compagnie. D'accord. Il y a une question que je vois dans le public qui rejoint, enfin, qui est exactement la même que je voulais vous poser. Donc, quelle est la distinction entre permaculture et agroécologie? Ouais. C'est souvent la question qu'on me pose. C'est la question que m'avait posée, la question. J'en avais parlé avec Pierre Rabhi justement quand je l'avais rencontré.
Pour moi, je dis bien pour moi, mais parce que les définitions de l'agroécologie sont souvent très différentes, mais pour moi, l'agroécologie, alors il y a des valeurs, il y a une éthique, on est d'accord, mais c'est avant tout des techniques. D'accord? Pour moi, la permaculture, c'est de la conception, c'est-à-dire qu'il y a une notion de stratégie derrière à court, moyen et surtout long terme. Pour moi, la permaculture permet de mettre en place des techniques agroécologiques les plus efficaces possibles, parce qu'elles sont au bon endroit, elles sont au bon moment, et elles sont gérées, elles sont vraiment conçues en amont, de manière très précise, très fine, en termes de consommation, d'intrants, en termes de travail, en termes d'association, de synergie avec les autres éléments du système. Et c'est pour ça que pour moi, les deux sont intimement liés, vraiment complémentaires. Donc je distingue voilà, permaculture conception et agroécologie technique. D'accord. Comment systématiser le croisement des retours d'expérience? Comment éviter l'entre-soi, le repli communautariste, le fait que finalement il y a une petite communauté de militants qui s'entendent bien, qui échangent des recettes, qui sont solidaires, qui font de l'innovation, mais finalement qui ne favorisent pas ce dont je parlais ce matin, une diffusion plus large de l'agroécologie, une appropriation sociétale plus large, puisque on l'a vu avec M. Pointreau, c'est pas forcément l'agroécologie une affaire uniquement d'agriculture biologique. C'est quelque chose qui est ouvert à toutes les formes d'agriculture. Donc, comment dépasser l'entre-soi? Comment systématiser ces valeurs, ces préceptes, ces pratiques, ces innovations, ces croisements d'expériences? Moi, j'ai pris le parti, en fait, donc quand je vous parlais de la partie blog, en fait, tous mes retours d'expérimentation, tous mes essais, j'ai vraiment à cœur de les transmettre, moi, que ce soit via le blog, via le site ou via les formations, via ma page Facebook également. J'essaye de faire pas mal de retours sur les réseaux sociaux. Moi, je garde rien, quoi, clairement. Ce que j'expérimente, c'est vraiment pour redistribuer derrière. Donc voilà, j'ai plusieurs médiums à ma disposition pour ce faire. Et voilà. Oui, alors ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup justement d'initiatives de ce genre. Il y a des associations, on verra tout à l'heure avec Florian Barallon qui a créé une association justement euh, de, de développement autour de l'agroécologie. En fait, il y a pléthore d'initiatives, de réseaux, à la fois institutionnels ou associatifs, privés, etc., qui se développent autour de l'agroécologie. Est-ce qu'il ne faudrait pas agréger tout cela à un moment donné au plan national? Quelle institution pourrait le faire? Est-ce que c'est le ministère de l'Agriculture ou de l'écologie, ou les deux à la fois le font-ils? Comment faire en sorte qu'il n'y ait pas un éparpillement disparate des initiatives et des réseaux d'acteurs en faveur de l'agroécologie? Mais cet éparpillement, il y est de fait, je pense, puisqu'il y a plusieurs visions de l'agroécologie, comme je disais. Il peut y avoir des visions beaucoup plus technicistes, il peut y avoir des visions beaucoup plus éthiques. Je pense en particulier, voilà, la vision de terra humanisme de Pierre Rabhi, c'est une vision très très éthique. Il y a des visions qui le sont beaucoup moins, voire qui sont même carrément technicistes fortes, quoi. Donc, et je pense que tous ces petits réseaux, toutes ces bulles, en fait, elles communiquent chacune de leur côté, et on a effectivement, on a un éparpillement de fait. Moi, je m'intéresse à une certaine vision de l'agroécologie, donc j'irai voir ce que font des associations comme Vers de Terre Production, par exemple, maraîchage sur sol vivant, ou même arbre et paysage. Voilà, d'autres personnes iront voir d'autres choses qui leur parleront plus. Alors après, à qui donner le rôle d'agréger tout ça? C'est une bonne question. Il y a quand même un côté effectivement très militant dans l'agroécologie, voire même politique. Et je pense que c'est un risque, c'est pas une peur du tout, c'est même pas peut-être pas grave d'ailleurs, mais si c'était centralisé par quelque chose de gouvernemental, on aurait peut-être quelque chose d'un petit peu épuré. Voilà, je pense qu'il y aurait des visions, il y aurait des techniques, des stratégies qui passeraient un petit peu à l'as. Donc après, je pense qu'il faut être curieux, il faut aller un petit peu partout. C'est un peu le problème, c'est un peu le drame de notre époque, c'est qu'on a tellement d'informations qu'on est complètement noyé dedans. Moi, je connais quelques réseaux, je connais quelques collectifs qui font des choses vraiment intéressantes. Je connais pas tout, effectivement. Après, à chacun de faire son choix, je dirais. Oui, oui, mais déjà la définition officielle de la transition agroécologique promue par Stéphane Le Foll, elle est aussi particulière, comme l'a rappelé ce matin M. Pointreau aussi. Annick, est-ce que tu veux répercuter une question du public pour M. Foudral? Il y a une question qui est quelle différence existe-t-il entre autonomie, autosuffisance
et résilience alimentaire. Et quels objectifs sont atteignables, à quelle échelle? Le territoire, le foyer, la collectivité, etc. Ok, question intéressante. C'est vrai que plus ça va, moi j'aurais tendance à mettre en avant plus que l'autonomie, la résilience. J'en parle quasiment dans tous mes cours. Ça me paraît une valeur fondamentale pour les années qui viennent, actuellement, mais surtout pour les années qui viennent. L'autonomie, la différence entre l'autonomie et l'autosuffisance? Moi, j'ai tendance à opposer autonomie et autarcie déjà, dans un premier temps. Ça me paraît quand même important. J'aurais tendance à préférer la résilience parce qu'en fait, on n'est jamais autonome tout seul. On a besoin des autres pour être autonome. Et donc, du coup, on a besoin d'être en lien. On a besoin d'être en lien assez fort avec les autres personnes. D'où la notion de résilience, pour moi, qui est plus importante que la notion d'autonomie. Voilà. Et pour moi, autonomie, autosuffisance, pour moi, ça ne fait pas une grosse différence. Ensuite, il y avait une question sur l'échelle de l'autonomie, c'est ça? Oui. Oui, tout à fait, oui. Ben, nous, on a travaillé principalement notre autonomie, notre résilience à l'échelle d'un foyer, on va dire. Mais je pense qu'en fait, cette notion, on peut la mettre à toutes les échelles, vraiment à toutes les échelles, que ce soit donc au niveau d'une famille, d'une collectivité, d'une communauté, mais aussi d'un village. Je suis très partant. On avait déjà prévu de le faire l'année dernière, mais à cause du confinement, on n'a pas pu. C'est-à-dire vraiment passer à l'échelle communale maintenant. Essayer vraiment de fédérer les acteurs au niveau du territoire sur des thématiques qui sont hyper à la mode, qui sont très intéressantes pour tout le monde, ça passionne tout le monde, mais il n'y a pas du tout de lien. Donc notre idée déjà cette année-là plutôt, c'était de vraiment passer à l'échelle communale. Et je pense qu'on voilà, on peut passer à l'échelle communale, on peut passer à l'échelle d'un quartier, on peut passer à l'échelle même d'une ville. La notion des villes en transition, c'était une ville de plusieurs milliers d'habitants. Ça me pose aucun problème. Par contre, le préalable à ça, je pense qu'il faut déjà commencer par les échelles inférieures et puis monter petit à petit. Disons que s'asseoir sur quelque chose de costaud. Et pas juste partir à plusieurs milliers de personnes avec des idées un peu vagues plein la tête, mais vraiment être dans du concret. Et le concret, il se fait sur le terrain, donc dans les étages inférieurs. Alors, ne nous quittez pas, Mathieu, hein, on continue. Donc, Monsieur de Montard, à vous. Je suis là. Vous me voyez? Que Monsieur Girard était connecté aussi, donc c'est parfait. Alors, bonjour Henri, je suis vraiment émerveillé qu'on puisse parler avec le Burkina. Je commence mon topo. C'est extrêmement dense, puisqu'il y a énormément de choses. Donc, en 10 minutes, je suis obligé pratiquement de lire. Un bocage au Sahel, 30 années de recherche-action agroécologique villageoise au Burkina Faso. Je me présente, François-Xavier de Montard, ancien chercheur à l'INRA. J'ai étudié les facteurs de productivité des prairies et des pâturages du Massif central. J'ai participé à la relance des recherches en agroforesterie en France. Retraité toujours actif, je suis actuellement membre du groupe scientifique de réflexion et d'information pour un développement durable, le GREF. Les créateurs du bocage sahélien, Henri Girard et les amis associés, sont à l'écoute aujourd'hui au Burkina Faso et répondront à vos questions depuis là-bas. Le bocage sahélien est le résultat d'une recherche-action débutée en 1989 à Guié, un village burkinabé situé à 60 km au nord de Ouagadougou. Il s'agissait, pour Henri Girard et les amis associés de ce village, de lutter contre la désertification et de définir de nouveaux systèmes de culture au Sahel plus productifs, régénérateurs des sols. Avec l'augmentation de la population, la jachère, autrefois de 25 ou 30 ans, est très réduite. Les bois sont surexploités, la savane arborée subit le pâturage. Les feux de brousse et la fréquence excessive de la culture sur brûlis détruisent l'humus et la végétation naturelle. L'érosion éolienne et hydrique sévit. L'ancienne savane arborée si riche de vie, a fait place à un semi-désert, le Zipelé, au sol durci, où les cultures et l'élevage sont de plus en plus aléatoires. Disette et famine sont menaçantes. Donc vous voyez la savane arborée originelle, milieu très productif. Vous voyez le Zipelé, un vaste glacis de sol dégradé par les feux, déforestation, surpâturage, culture sur brûlis, érosion. Un bocage au Sahel. Le bocage au Sahel
est basé sur une copropriété coutumière d'un périmètre protégé des feux, des incursions du bétail et de l'érosion, avec conservation intégrale de l'eau de pluie à l'échelle de l'unité élémentaire, un champ de 0,6 à 1 hectare environ. En 30 ans, une équipe de volontaires particulièrement créatifs et compétents a créé une quinzaine de périmètres bocagers couvrant 1351 hectares pour 465 familles. Et ils ont conçu de nouveaux systèmes de culture. En octobre 2020, 48 villages sont adhérents à 5 associations intervillageoises réparties dans 4 provinces du Burkina Faso. Les 5 associations possèdent chacune une ferme pilote, véritable centre d'ingénierie écologique et de coordination des travaux sur les périmètres bocagers et d'autres aménagements, routes, constructions, boisements, jardins familiaux. Cette équipe d'animation et de direction a grandi progressivement en réseau à partir du noyau initial de la ferme pionnière de Guiers. Les directeurs pilotes qui la constituent sont de niveau universitaire et forts d'une grande expérience pratique et humaine, et forts aussi de la présence chaque mois des délégués des villages. L'association Terre Verte porte ce projet comme réseau des associations intervillageoises. Elle est aussi collecteur de fonds au niveau international. Les associations intervillageoises, demandeuses, prennent accord du conseil villageois de développement de leur village et des autorités coutumières avant que Terre Verte intervienne pour réaliser l'aménagement bocager avec la participation active de la population. L'agroécosystème bocager. L'agroécosystème bocager a été conçu pas à pas de 1989 à 1995. L'idée de départ reposait sur 2 principaux leviers. L'agro-sylvopastoralisme, qui vise l'intégration de l'élevage, de l'agriculture et des ressources forestières, et la fabrication de compost de broussailles à partir du bois raméal fragmenté. De nombreux essais de protection de l'espace cultivé ont fait renoncer aux clôtures d'arbustes, vivants ou secs. Le travail requis est très fastidieux, les animaux broutent, franchissent l'obstacle. Pour l'amélioration du sol, le paillis et le compostage BRF se sont révélés très exigeants en travail, avec des résultats inégaux sur les cultures, à moins d'y associer les légumineuses. 1995 est l'année de réalisation du premier prototype complet de bocage. Protection contre les feux par nettoyage du tour extérieur du périmètre. Vous voyez ça ici sur le périmètre bocager, vous avez un pare-feu tout autour. Arrêt de la divagation du bétail par invention d'une clôture mixte métallique et bocagère. Vous le voyez ici en bas à gauche. Arrêt de l'érosion par des diguettes et des haies. Maîtrise de la circulation de l'eau. Arrêt de l'érosion par des diguettes et des haies. Restauration de la fertilité du sol par la présence des arbres et des haies, par l'apport de compost, par la rotation des cultures intégrant des légumineuses et une courte jachère conduite en pâturage raisonné. Voici le pâturage raisonné, ici à droite. La réussite de la haie mixte, végétation et fil de fer, requiert un grand soin. Les plants sont installés en quinconce de part et d'autre de la clôture métallique, dans une terre remaniée sur 30 cm de profondeur, 40 cm de large, et la terre noire est remise au fond. Le remplissage est incomplet de façon à laisser une cuvette de 5 à 10 cm de hauteur pour collecter l'eau de pluie. La tranchée est interrompue régulièrement tous les 10 ou 20 mètres, selon la pente, par un muret de sol non remanié, de façon à empêcher l'écoulement de l'eau le long de la tranchée et à favoriser l'infiltration au bénéfice de la haie vide. Une mare est creusée en bas de champ pour recevoir les eaux excédentaires, les infiltrer lentement, alimenter la nappe profonde et abreuver le bétail. De 1995, un incident. Oui. De 1995 à 1999, 2 hectares, puis 8 hectares,
puis 100 hectares avec une trentaine de familles ont été aménagés ainsi. Parallèlement, la ferme pilote de Guiers a développé un périmètre bocager de 4 hectares de champs expérimentaux. Les années 2000 et 2001 ont été très éprouvantes pour les villageois à cause de pluies insuffisantes et des disettes qui ont suivi. Il a fallu prendre des mesures d'urgence pour aider les gens à passer la période de soudure et organiser la prise en charge des orphelins. Dans le même temps, le système bocager a fait la preuve d'une bien meilleure résilience des cultures que la méthode traditionnelle sur brûlis. Mais tout de même, il a fallu s'interroger pour une meilleure efficacité des pluies. Or, au Burkina, dans la région de Yatanga, une pratique traditionnelle, le zaï, satisfait cet objectif. Elle consiste à creuser des cuvettes de 30 cm de diamètre et de 15 à 20 cm de profondeur tous les 80 cm. Ces cuvettes sont disposées en quinconce sur la pente de façon qu'aucun ruissellement ne puisse les éviter. Vous voyez ça en haut à gauche sur cette diapo. Le creux est rempli de compost et on y sème dès les premières pluies. Appliquée en 2002, cette technique fut une réussite et donna l'occasion de fêter le premier concours de zaï au cours des premières ruralies. Donc, vous voyez, on a franchi une nouvelle étape dans l'efficacité du bocage. Il y aurait beaucoup à détailler encore sur le système cultural dans ses éléments décisifs, la taille des périmètres, économie d'échelle pour clôturer, par exemple, la constitution de diguettes sur les deux côtés inférieurs du champ et en amont de la haie pour l'infiltration maximale et l'alimentation de la haie, la constitution des lots et la taille des champs élémentaires allongés en travers de la pente pour éviter l'érosion hydrique. Les rendements en grains, 20-25 quintaux par hectare en ferme pilote. Finalement, la lecture de l'excellent ouvrage de Frédéric Baudin vous permettrait une plongée dans l'histoire et dans les subtilités de cette initiative unique. Nous vous encourageons donc à cette lecture d'une aventure humaine inouïe à retrouver sur le site de Terre Verte. Terre verte comme terre et comme verte. Merci. Merci beaucoup, Monsieur de Montard, pour cet exposé technique très pointu et passionnant et bien illustré. Alors, justement, par rapport au fil conducteur que j'ai énoncé tout à l'heure, est-ce qu'il y a des enseignements, est-ce qu'on pourrait tirer des enseignements exportables vers la France et vers l'agroécologie, puisqu'on a parlé des défis climatiques, donc la sécheresse ne va pas, elle frappe durement l'Afrique, mais elle frappera aussi d'autres pays dans le monde, et notamment la France, particulièrement le sud de la France. L'affaiblissement des sols, l'érosion, enfin ce sont des dynamiques aussi qu'on affronte en France. Alors, concernant donc à la fois les techniques, mais aussi les valeurs, les enseignements aussi, solidarité, organisation collective, l'accompagnement peut-être des experts, la synergie entre les conseillers agricoles et puis les agriculteurs eux-mêmes. Alors, selon vous, et puis Monsieur Girard pourra compléter, est-ce qu'il y aurait des enseignements à tirer de cette expérience africaine réussie et à transposer en France? Je pense que la question du bocage est d'actualité. La protection climatique que procure le bocage, la gestion de l'eau qui va avec le bocage aussi. Bon, mais je ne veux pas répondre à la place de M. Henri Girard. Il faut écouter ce qui se dit depuis le Burkina. Monsieur Girard, vous êtes avec nous? Et vous m'entendez là? Oui, très bien. Si vous voulez, la dynamique de la création du bocage sahélien, ça correspond à un contexte local où en fait le paysan jusqu'à maintenant est surtout un dégradeur de l'environnement, il faut le dire tel que ça est. Il y a très peu de paysans qui ne dégradent pas leur environnement, bon, en France aussi, hein, mais on a un contexte global de dégradation de l'environnement agricole. Et donc, la solution, c'est de réorganiser les paysans différemment pour que, au lieu de dégrader le sol, ils l'aggradent, comme on dit. Et donc, c'est très lié à un système, si vous voulez, où on est dans une propriété foncière coutumière ici, Oui. qui n'est pas régie par un cadastre, qui n'est pas organisée de la même manière. L'accès à la terre n'est pas est parfois individuel, parfois il est
au sein. Le droit à la terre est parfois individuel et parfois il est dans le cadre d'une famille. Donc, c'est tout à fait différent du droit à la propriété qu'on connaît en Europe. Donc, on a certaines latitudes ici qu'on n'aurait peut-être pas en Europe. On a aussi certaines contraintes parfois, mais il y a un intérêt réel des paysans du Burkina pour cette manière de réaménager la terre, de repenser le paysage, en fait, et de se repartager les propriétés. Voilà. Et du coup, mais c'est vraiment adapté à ici. Et ce droit de propriété particulier, est-ce que selon vous, ça favorise des synergies, des dynamiques collectives et solidaires entre les agriculteurs? À la différence peut-être du droit de propriété français? Non, c'est pas vraiment. Bon, c'est pas vraiment c'est pas une agriculture collectiviste. Hein. C'est en fait le fait que l'absence de propriété clarifiée permet de faire certaines choses qu'on ne pourrait pas faire en France. En France, vous ne pouvez pas dire aux paysans, bon, ben, on va mettre toutes les terres d'une partie du village dans un paquet et puis on va réaménager et on va se redistribuer la terre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une souplesse dans la propriété foncière coutumière, il y a une certaine souplesse qu'on n'aurait pas en Europe, quoi. Donc, c'est ce qui fait que, vous voyez, on arrive à faire des paysages avec des champs tracés en ligne droite, à l'équerre, au couteau, quoi. Donc, quelque chose de très rationnel, parce qu'au départ, on voit bien la différence sur la photo entre l'aménagement et la partie non aménagée. On voit qu'on part d'une situation qui est un peu informelle, un peu disparate, et donc c'est assez, quand les gens sont intéressés et d'accord, c'est assez facile à repenser à autre chose, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et la réussite aussi de cette expérimentation, est-ce qu'elle ne tient pas, comme vous l'avez explicité, à finalement la capacité à tenir compte des savoir-faire ancestraux, traditionnels, qu'on hybride avec des formes peut-être d'innovation? Et est-ce que dans ce cas-là, ça ne pourrait pas être un précepte justement agroécologique exportable, c'est-à-dire tenir compte à la fois des conditions particulières, des expériences acquises par les agriculteurs, et puis tenir compte aussi des enjeux actuels, quoi, énergétiques, climatiques et autres. Mais on a l'impression dans ce cas que vous avez su vous reposer sur les savoir-faire ancestraux tout en tenant compte de nouveaux impératifs et notamment voilà, les défis quant à la qualité des sols ou à la rareté de l'eau. Donc cette hybridation a fonctionné et c'est peut-être un précepte exportable. Oui, alors tous les techniques ancestrales ne se retrouvent pas dans ce système. Par exemple, la culture sur brûlis, qui est une technique très très ancienne, en fait, n'est pas retenue dans le dispositif. Mais par contre, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on travaille vraiment pour conserver une agriculture familiale et une agriculture sur des champs assez petits, sur des tailles de champs assez petites, pour que l'agriculture soit une agriculture jardinée en quelque sorte, un peu comme la permaculture, bien qu'on n'est pas tout à fait dans la même dynamique, mais ça se rapproche quand même. L'idée, c'est qu'il faut jardiner la terre pour ne pas la blesser. Et donc, c'est surtout ça que nous avons retenu des systèmes traditionnels. Et puis, en fait, on voit bien aussi que nous, on donne un cadre en fait à l'agriculture, on donne ce cadre bocager, c'est-à-dire ce maillage de haies vives avec un système de conservation de l'eau, de ruissellement. Et après, chaque agriculteur en fait, il est chez lui, donc chaque agriculteur en fait ce qu'il veut, quoi. Donc la mise en valeur des parcelles diffère très très fortement d'un agriculteur à l'autre. Même si nous, on les invite à des pratiques comme la rotation des cultures, le pâturage rationnel et à la biodiversité dans les vives, dans les bandes enherbées qui prennent le milieu des champs. Il y a peut-être une question de Mathieu Foudral ou de Monsieur Mayol qui ne s'est pas encore exprimé. Puis sinon, je vois qu'il y a une question dans le public aussi. Je laisserai la parole à Annick. Est-ce que
J'ai un petit mot à dire. Et M. Gontard aussi, bien oui, sûr. Ce qui rejoint la première expérience et la deuxième, je crois que c'est cette grande diversité dans le choix des essences pour la haie. Il y a un souci dans le bocage sahélien de retrouver, de sauver les espèces qui étaient dans la forêt, enfin dans la savane arborée, qui avait tendance à disparaître puisqu'on fait du bois de feu pour la cuisine et pour d'autres usages. Et donc, c'est très important, ce souci de maintenir les espèces végétales natives et de bénéficier des services multiples. Il y a peut-être 10, 15, 20 services possibles à partir des arbres, depuis la construction jusqu'au médicinal, et le fourrager, etc. Et l'idée du premier intervenant, avec ces haies étagées, c'est une idée que Mark Shepard aux États-Unis a développé énormément, et c'est une idée extrêmement productive. Ça se rapproche suffisamment de cette productivité considérable de la savane arborée, et originelle, avant que l'homme cultive intensément. Et donc, il y a probablement une jonction entre les deux expériences, et réfléchir à ces haies bocagères au Sahel pour qu'elles apportent aussi des fruits divers. Je pense que c'est déjà en piste, mais c'est certainement à développer aussi. Annick, je te donne la parole pour répercuter les questions du public. Question qui vient d'être posée là, à Monsieur Girard. Comment arrivez-vous à rendre les paysans motivés et d'accord? Quel discours tenez-vous pour rallier de nouveaux agriculteurs et pour les convaincre? D'accord. Donc en fait, le système, si vous voulez, pour rallier d'autres agriculteurs, c'est-à-dire que la question foncière est très, très, très délicate quand même, parce que surtout à l'approche autour des grandes villes. Donc, il y a toujours un peu, quelquefois, on a parfois ce problème de suspicion de le réaménagement des terres est tellement beau à voir qu'il y a des gens qui se demandent est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche et est-ce qu'on n'est pas en train de vouloir leur prendre leurs terres. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas vraiment de publicité. La publicité se fait par ceux avec qui on a travaillé. Donc, on ne fait pas publicité du système, mais les gens viennent nous demander. Au niveau des 5 fermes qui sont installées, il y a les paysans viennent en groupe demander l'aménagement de telle ou telle zone, de tel ou tel village. Et donc, c'est à partir de là qu'on travaille avec eux sur la faisabilité, sur les processus, les conditions. Et donc, c'est vraiment les paysans qui viennent vers nous, en fait, qui viennent vers nous et qui nous demandent de les aider à repenser l'aménagement de leurs terres pour qu'elles soient plus productives. Et puis, ils sont très intéressés aussi par la question de la clarification du foncier aussi. Ouais. Donc, c'est un peu notre stratégie, mais une fois qu'on travaille avec un groupe de paysans, on va avoir des animateurs au niveau des fermes pilotes, qui sont la cheville ouvrière de tout ce dispositif. Et donc, on a des équipes d'animateurs qui vont travailler à encadrer les agriculteurs pour la maîtrise de nouvelles technologies. Bon, il y a le ZAI, il y a la rotation des cultures. On fait aussi beaucoup le pâturage à la clôture électrique, ce qui est une grande innovation ici au Burkina. Et donc, tout ça se fait sur le long terme avec une équipe d'animateurs. D'accord. Donc, vous misez sur l'exemplarité, l'attractivité en elle-même des projets et puis l'animation sur le terrain. On va donner maintenant la parole à Monsieur Mayol. Voilà. Bon, bonjour à toutes et à tous. Merci de me demander d'intervenir. Peut-être déjà vous présenter la Fondation Terre Solidaire que je dirige. Donc, à la différence des précédents intervenants, on n'est pas opérateur, nous sommes un financeur. Un financeur qui a été créé par une ONG de solidarité internationale qui s'appelle le CCD Terre Solidaire, que vous connaissez peut-être,
Et le CCFD Terre Solidaire a voulu créer la Fondation Terre Solidaire pour développer un organisme de financement privé destiné aux acteurs associatifs engagés dans une dynamique de transition écologique juste et solidaire de nos sociétés. Pourquoi déjà? C'était le constat que toutes les crises de l'humanité que nous vivons tous, que ce soit la crise écologique, la crise climatique, la crise économique ou même les crises de la démocratie, finalement, montrent un modèle de développement qui est le nôtre, qui est à bout de souffle. Et donc, on est sur une articulation de ces différentes crises. Donc, il y a une nécessité d'engager une transition vers une société qui soit plus écologiquement responsable, plus juste et plus solidaire. Et tout le cheminement de pensée, c'est de comment on réarticule les systèmes écologiques avec des systèmes économiques qui sont pluriels, avec aussi les notions de bien vivre de l'humanité, parce que toute personne, quel que soit son emplacement sur la Terre, aspire à bien vivre, et avec les systèmes sociaux. Et c'est là où l'agroécologie est intéressante, parce que finalement, cette agroécologie permet d'aborder déjà, on est sur une approche systémique par rapport aux enjeux d'agriculture durable, ce qui a été rappelé lors des précédentes interventions, que ce soit ce matin ou tout de suite. Mais aussi, l'agroécologie nous amène aussi à une réforme des systèmes alimentaires et économiques. Et l'agroécologie nous invite aussi à rechercher le bien vivre. Et c'est pas un hasard, comme vous avez mentionné ce matin, que l'agroécologie est venue de l'Amérique latine, où ces concepts de buen vivir sont des concepts qui sont fortement présents. Au niveau de la Fondation Terre Solidaire, on a une approche systémique de l'agroécologie basée sur 4 grands principes. Alors bien sûr, nous ne sommes pas les seuls à avoir cette approche, c'est à peu près toutes les structures avec qui on travaille raisonnent à peu près de la même manière. Il y a bien sûr une dimension environnementale de l'agroécologie qui a été rappelée précédemment, mais il y a aussi une dimension sociale et culturelle de l'agroécologie, ne serait-ce que par rapport à toute la valorisation des savoir-faire, par rapport à tout ce qui va être promotion des échanges et de partage d'expériences entre paysans. Mais aussi, l'agroécologie, c'est lié aussi à l'alimentation, et l'alimentation, c'est quoi de plus culturel que les modes alimentaires. L'agroécologie a aussi une dimension économique, car elle vise aussi à la fois la promotion de circuits de distribution, de commercialisation de proximité, avec un rapprochement, de plus grande concertation entre les consommateurs et les producteurs. Et aussi, cette agroécologie permet de travailler la résilience par la diversification des revenus agricoles pour le monde paysan. Et enfin, cette agroécologie a une dimension politique, parce que derrière, elle amène un projet de société. C'est pour ça qu'on fait cette connexion avec le côté militant, qui est le thème de l'approche. C'est une vision de société qui est inhérente aussi à cette approche agroécologique. Peut-être vous présenter rapidement la manière dont la Fondation Terre Solidaire aborde cette question. Alors déjà, on a souhaité aborder cette question agroécologique sous forme d'une vision programmatique, ne pas simplement être dans un saupoudrage de soutien à 26 partenaires à l'heure actuelle, mais c'est de travailler aussi sur une vision et de travailler aussi sur une dimension sud-sud et nord-sud. Donc pour ça, nous avons souhaité, nous soutenons, c'est à peu près la moitié de notre budget qui est dans le soutien de techniques agroécologiques, et nous soutenons 26 partenaires qui sont répartis sur 4 grands territoires. Vous avez la France, vous avez le Sahel, l'Afrique des Grands Lacs, donc le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo, enfin l'est de ce pays, la région du Kivu, et les pays andins. Et nous sommes aussi sur une dimension multi-acteurs, ça veut dire que ce que nous avons essayé de rechercher, c'était aussi de voir comment on pouvait croiser les expériences de partenaires, qu'ils soient organisations paysannes, qu'ils soient aussi des associations d'appui au monde paysan, ou des centres de recherche, des réseaux, des associations de consommateurs ou des mouvements sociaux. Pourquoi avons-nous voulu avoir une approche autour de 4 grands territoires? Déjà, le constat qu'il y a des enjeux communs entre ces différents territoires, qui sont à la fois communs et qui sont à la fois spécifiques à chaque territoire. Il y a bien sûr les enjeux de souveraineté alimentaire. La promotion d'un modèle agricole durable va être différente si vous vous adressez au Sahel ou que si vous vous adressez à la France, par exemple. Vous avez aussi des modes de gouvernance alternatives des ressources naturelles qui sont à rechercher. Partout, vous avez le défi démographique aussi. Comment nourrir une population de plus en plus importante par des techniques agricoles qui soient les plus douces pour l'environnement et aussi les plus douces pour l'humanité.
Il y a aussi un autre enjeu qu'on retrouve partout, c'est le maintien de la biodiversité. Ça a été abordé par M. Girard, par exemple, au niveau du Burkina Faso. Et vous avez aussi un enjeu qui est très fort, c'est le lien qui est rompu entre les paysans et leurs semences. La semence, c'est à la fois le point de départ et l'achèvement de l'agriculture, et c'est le marqueur de souveraineté à la fois de la paysannerie, mais aussi un marqueur de souveraineté de la société. Enfin, il y a aussi tout un enjeu, c'était abordé par les précédents intervenants, qui était la structuration du monde paysan, et en particulier les communautés rurales, indigènes, autochtones, en fonction des contextes. Enfin, dans tous ces territoires, on voit des clivages qu'on retrouve partout, qui sont entre jeunes et moins jeunes, et et aussi la question de la place de la femme dans la société. Donc on voit tous ces enjeux, on les retrouve que ce soit dans une problématique française, une problématique au Sahel, par exemple le Burkina Faso, ou le Mali, le Niger, ou dans les Grands Lacs, ou dans les pays andins. Donc toute l'idée de la Fondation Terre Solidaire, ça a été de se dire, au niveau de chaque territoire, on va accompagner chaque partenaire concerné pour développer ses propres expérimentations pour développer l'agroécologie dans son territoire. Par exemple, en France, on soutient une organisation qui est basée en Ille-et-Vilaine, qui s'appelle Adage 35, et qui travaille avec une autre organisation qui s'appelle Solidarité Paysan, qui vise à voir comment l'agroécologie peut être une solution aux élevages laitiers en souffrance. Et donc, c'est comment ramener, développer tout ce qui va être le développement des pâtures économes en intrants au niveau des éleveurs en difficulté. Si on regarde un autre exemple en France, on va développer une filière de compostage de proximité pour les agriculteurs, les permaculteurs bio au niveau du Cotentin. Au niveau du Niger, par exemple, c'est exactement ce qui a été présenté par M. Girard, c'est la promotion de techniques de restauration des sols ou de lutte contre l'érosion, comme les ailles ou les demi-lunes, par exemple, pour maintenir l'eau et éviter la question de l'érosion, mais c'est aussi la redécouverte de l'agroforesterie. C'est exactement tout ce qui a été dit. Et on soutient aussi un projet en Rhône-Alpes qui vise à redécouvrir l'agroforesterie française. Quelles sont les valeurs, quelles sont toutes ces espèces d'arbres qu'on peut avoir dans les forêts alpines, c'est le cas de le projet, quelles en sont les potentialités d'un point de vue agronomique, mais aussi d'un point de vue médicinal, d'un point de vue tout ce qui peut être utile pour la société. Un autre point aussi qu'on cherche à travailler au niveau de ces projets, c'est de travailler les dynamiques collectives. Ce n'est pas simplement que de soutenir chaque projet ou chaque organisation paysanne dans son coin, mais c'est comment, sur un même territoire, ces organisations paysannes peuvent se mettre en lien, renforcer les liens, ne serait-ce que pour aborder des problématiques communes. Par exemple, qu'est-ce qu'on appelle semences paysannes, semences locales dans un contexte français? De quoi on parle? Quand on est au Pérou ou qu'on est en Bolivie, de quoi on parle quand on parle de semences paysannes, de semences locales? C'est important parce que cette définition, souvent, on se retrouve avec des biais où les gens ne parlent pas forcément de la même chose. Et dès que vous voulez créer une synergie, une dynamique collective, pour pouvoir après la transformer en projet de société via des actions de plaidoyer, par exemple pour défendre l'utilisation, les échanges des semences paysannes, ou aussi pour valoriser ces semences paysannes qui sont aussi une des solutions à l'adaptation au changement climatique, c'est aussi important de savoir de quoi on parle au niveau d'un territoire. Et enfin, j'en terminerai là, il y a aussi tout un enjeu de rendre visible, de produire des connaissances. Et là aussi, ça s'aborde à différentes échelles. Ça peut être, on parlait des savoirs et des savoir-faire, comment les rendre visibles. Et là, par exemple, au niveau du Burundi, le Burundi qui est un pays en guerre depuis plus de 25 ans maintenant, et quand vous étudiez un peu les causes du conflit au Burundi, vous voyez que les deux principales racines du conflit burundais, c'est l'insécurité foncière et l'insécurité alimentaire. Et quand vous étudiez aussi la population burundaise, vous vous rendez compte qu'il y a une science de l'agronomie et une science de l'agroécologie qui est peut-être une des plus développées du continent africain. Mais les paysans africains, les paysans burundais étaient persuadés que leurs connaissances étaient archaïques et donc rêvaient tous d'une agriculture type occidentalisée. Donc il y a aussi tout un cheminement pour que les gens redécouvrent ces savoir-faire, les valorisent.
Et c'est aussi, j'en termine et j'en arrêtais là, c'est aussi de soutenir des recherches à plus grand niveau. Et par exemple, on soutient un programme développé par le cabinet AXA et l'IDRI qui s'appelle le programme TIFA, le projet TIFA, le Tiny House for Agroecology, qui est tout un scénario qui vise à montrer et à prouver qu'il est tout à fait possible de nourrir l'entièreté de l'agriculture européenne par l'agroécologie à l'horizon 2050. Merci beaucoup, Monsieur Mayol. Vous avez parlé d'une vision de société qui était nécessairement engagée lorsqu'on met en œuvre l'agroécologie. Vous pourriez nous en dire davantage? Oui, quand vous regardez, c'est pour ça que ça me paraissait important de vous présenter dès le départ comment on conçoit la notion de transition écologique juste et solidaire. Parce que d'ailleurs, il y a tout un biais, c'est-à-dire que le but, c'est pas d'arriver à une intensification agroécologique qui va être finalement favorable à tout ce qui va être l'agrobusiness. Et on voit, c'est le débat, hein, c'est aussi le débat. C'est pour ça qu'on parle d'agroécologie paysanne et solidaire. C'est-à-dire qu'il y a tout un enjeu que derrière cette notion de technique agricole, on travaille aussi des notions qui vont être les notions du bien vivre. Et donc, des bien vivre qui sont à la fois des dimensions spirituelles et des dimensions philosophiques, et qui permettent de revoir aussi qui permettent aussi de revoir les façons de faire commerce, les façons de se nourrir, les façons de vivre ensemble. Et c'est tous les enjeux de lien social, ce sont tous les enjeux de solidarité. Et l'agroécologie a une dimension qui est très complète, qui permet d'aborder tous ces aspects. Parce qu'elle questionne énormément de choses dans nos sociétés. Elle questionne, par exemple, dans les sociétés sahéliennes, elle questionne la question de la place de la femme dans les travaux des champs. Au regard des hommes. Donc ça va retravailler la notion d'égalité femmes-hommes. Vous posiez tout à l'heure la question de qu'est-ce qu'on peut retirer côté en France, par exemple, sur toutes ces expériences. Mais j'aurais tendance à dire que cette vision holistique et cette vision plus spirituelle de l'agroécologie peut être une grande source d'inspiration pour nous, pour sortir des tuyaux dans lesquels nous sommes. Ça veut dire que l'agroécologie n'est pas simplement du ressort des spécialistes de l'agronomie ou des agricultures. Ça doit être aussi derrière, et toutes les notions autour de la cosmovision maya, enfin tout ça peut paraître très exotique pour certains, mais quand vous regardez la relation en terre-mer, cosmovision, les notions de bien vivre, je dirais que si vous commencez à les détricoter, pour essayer de les retricoter par rapport à nos propres paramètres socio-culturels français, vous apercevez qu'il y a des véritables champs qui s'ouvrent à nous en termes d'expérimentation, de réflexion. Et finalement, l'agroécologie est à la fois quelque chose de très concret, est un terrain, et ce n'est pas un hasard si vous voyez, par exemple, il y a des fermes urbaines qui sont en train de se développer en France, et elles n'ont pas forcément vocation à nourrir la ville, mais on est sur du concret, on est sur de l'action, on est sur de l'alimentation qui concerne tout le monde. Et par ces techniques douces agroécologiques qui sont multimodales et multifacettes, vous abordez différents enjeux. C'est pour ça que c'est un concept qui est très puissant et qui doit dépasser uniquement les enjeux purement agronomiques. D'accord, mais on a l'impression en France qu'il y a quand même une déclinaison, du moins dans les politiques publiques, qui est très agronomique, exclusivement technique, l'agroécologie, et que toute cette dimension sociale, de justice sociale, de parité, d'égalité, de reconnaissance culturelle, etc., on ne l'a pas du tout en France, à la différence de l'Amérique latine. Non, c'est quelque chose qu'il nous faut, je dirais qu'il nous faut mettre entre parenthèses nos 50 ans, les 50 dernières années de notre histoire. Le but n'est pas de dire ce qui a été fait était mal, parce que comme ça a été rappelé ce matin, l'Europe a pu atteindre sa sécurité alimentaire grâce à toutes les politiques qui ont été dans les années 60, 70 et 80. Mais on a oublié tout un tas de concepts, et on a oublié que la ruralité, ce n'est pas que l'agriculture, la ruralité, c'est aussi une société. On a oublié aussi que la ville ne peut pas vivre sans retisser des liens avec la campagne. Et donc finalement, toute cette quête, qui est la quête de tout le monde, de se nourrir bien, de se nourrir mieux, de savoir ce que je mange, d'être sensible aussi à tous ces enjeux climatiques, ces enjeux de solidarité, enfin, on a oublié tout ça. Et c'est ça qui est intéressant avec ces expériences au Sud, c'est comment on les regarde, mais en les détropicalisation. On n'est pas simplement en train de les regarder en disant « tiens, c'est vachement chouette », et comme si on était à la quête d'un paradis perdu, « tiens, c'est vachement chouette, ces populations d'Amazonie qui vivent dans la nature », mais comment on relie tout ça en faisant une propre lecture critique de là où nous en sommes pour voir qu'est-ce qu'on peut retirer. Alors tout ça, c'est un peu de l'utopie, je suis d'accord,
Mais c'est le cheminement et tout l'enjeu maintenant, c'est comment on actionne tous ces leviers. Et quand vous prenez vos lunettes de la transition, vous prenez vos lunettes de transition écologique, vous apercevez en France qu'il y a des milliers d'initiatives, comme celle de M. Foudral. Il y a des milliers d'initiatives qui existent en France et qui essayent justement d'avoir ces approches plus globales. Donc le défi, c'est de les encourager, les valoriser et les faire monter en échelle. Alors, pour terminer, mais je vois une question dans le public qui correspond à une question que je voulais poser, donc je vais hybrider les deux. Une personne dans le public demande finalement est-ce qu'il faut reprendre confiance dans nos connaissances paysannes? Et moi, je voulais vous demander, dans les savoir-faire ancestraux, justement, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on jette? Puisqu'on a vu dans le cas africain précédent qu'il y avait la culture sur brûlis, ce n'était pas forcément agroécologique. En revanche, il y avait d'autres pratiques qu'il fallait reprendre. Donc, cette opération de tri des pratiques à l'aune de l'agroécologie, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des savoir-faire ancestraux qui peuvent être polluants, qui peuvent être nuisibles, et il y en a d'autres qui sont au contraire, qui préservent les ressources. Alors, comment on effectue ce tri et surtout comment on le légitime auprès des populations, puisque il peut y avoir un certain malentendu. Déjà, savoir-faire et tradition doivent être différents. Il ne faut pas aborder les choses de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des traditions, des savoir-faire effectivement qui sont positifs et des savoir-faire qui sont négatifs et qui méritent d'être oubliés. Monsieur Girard parlait des brûlis, des cultures sur brûlis. On est sur un savoir-faire qui a plus d'inconvénients que d'avantages. Mais tout l'important, c'est de les remettre en débat. Et c'est ça aussi qui est intéressant, je vois dans les expériences qu'on a au niveau des Grands Lacs ou du Sahel, de Bolivie, c'est de mettre en débat toutes ces pratiques, de les réexpérimenter, de ces pratiques, je dirais, de ne pas les considérer comme acquises, mais de les réexpérimenter pour voir comment on peut les améliorer et comment on peut en oublier certaines, mais en expliquant pourquoi. Parce que la pédagogie est très importante. Le but, c'est pas de simplement dire aux gens, c'est mal de faire la culture se brûler. Si le père, l'arrière-grand-père et l'arrière-grand-père ont fait de la culture se brûler, comment vous les gens, c'est pas audible comme discours. Donc c'est pour ça aussi que c'est la force de la démonstration, la force de l'échange, la force de la pédagogie, aussi la force des échanges. C'est pour ça que je vous parlais des échanges sud-sud, de croiser aussi les pratiques qui sont fortement marquées aussi par des paramètres socioculturels. Donc d'aller amener des Nigériens au Pérou pour aller voir comment ça se passe là-bas et inversement, ça permet de faire des pas de côté sur des explications qui peuvent paraître des fois trop innées ou trop évidentes pour prendre du recul et pour questionner tout ça.